était super excités, moi et Chloé, en arrivant dans cette petite bourgade au bord du lac. Franchement, le genre d'endroit qui ressemble à une carte postale, tu vois? Des petites maisons en pierre, des fleurs aux fenêtres, les montagnes tout autour, et surtout, ce lac immense qui semblait engloutir toute la lumière. Ça nous avait pris un moment pour y arriver, ce coin était vraiment paumé, mais c'était exactement ce qu'on cherchait. Un endroit tranquille, loin de tout, pour se déconnecter un peu. En se baladant dans le village, on a rapidement remarqué un truc bizarre. À chaque fois qu'on parlait du lac, les gens changeaient de sujet ou nous répondaient à peine, comme s'ils faisaient exprès de pas en parler. Au début, on trouvait ça marrant. On se disait que c'était sûrement leur façon de garder leur petit trésor secret, tu vois. Mais plus on posait de questions, plus on sentait un malaise. Certains habitants nous regardaient même de travers, comme si on faisait quelque chose de déplacé. Le soir, en rentrant à la petite auberge où on avait réservé, on a encore tenté de tirer les verres du nez de la vieille dame à la réception. Elle devait avoir bien 70 ans, avec un air sévère, comme si elle en avait vu de toutes les couleurs ici. Chloé a lancé quelque chose du genre. « Et ce lac alors, il est vraiment aussi beau la nuit ?» La vieille dame a levé les yeux vers nous, et pendant un instant, j'ai eu l'impression qu'elle allait nous dire quelque chose. Mais finalement, elle s'est contentée de sourire, un sourire crispé avant de baisser le regard. Puis elle a murmuré, presque pour elle-même. « Il est dangereux de s'aventurer près de l'eau après le coucher du soleil. » Le lendemain, on a décidé d'explorer un peu les alentours du lac pendant la journée. Avec Chloé, on voulait comprendre pourquoi ce coin, qui avait tout pour attirer les touristes, semblait abandonné, comme laissé à l'écart. En marchant le long des sentiers, on a remarqué que, même en plein jour, il y avait une atmosphère un peu étrange. Les chemins étaient envahis par les herbes, comme si personne ne s'en occupait depuis des années, et la végétation semblait vouloir reprendre ses droits, cachant presque complètement la vue sur l'eau. À un moment, on est tombé sur un vieux panneau planté près de la rive. Le bois était délavé, couvert de mousse et de saleté, mais on distinguait encore quelques mots gravés à moitié effacés. Quelque chose comme « danger » et « ne pas s'approcher ». Impossible de lire le reste, mais ça a suffi pour nous donner des frissons. On a plaisanté en disant que ça devait être pour dissuader les gamins de plonger, sauf que il n'y avait pas de plage, pas d'endroit pour se baigner, rien qui ressemblait à un coin fréquenté. C'était comme si le lac était complètement ignoré par les villageois. En continuant notre balade, j'ai commencé à sentir un froid glacial, complètement inexplicable, vu que le soleil était bien présent. C'était bizarre, cette sensation, comme si quelqu'un nous observait. Chloé a remarqué aussi, elle s'est rapprochée de moi en chuchotant. « T'as remarqué que tout est silencieux ici? Pas un oiseau, rien. C'est comme si on était seul. » À ce moment-là, je me suis rendu compte qu'elle avait raison. Aucun bruit d'oiseau, aucun insecte, juste le silence lourd autour de nous, comme si même la nature voulait éviter cet endroit. Cette nuit-là, après le dîner, on a décidé de retourner près du lac, juste pour voir si l'endroit avait le même effet étrange une fois la nuit tombée. On a attendu que tout le village soit endormi, puis on est sorti avec nos lampes de poche, en essayant de faire le moins de bruit possible pour pas attirer l'attention des habitants. C'était excitant, presque comme une petite expédition clandestine. En arrivant près du lac, l'atmosphère était encore plus oppressante que dans la journée. Le silence était total, presque lourd, et le lac paraissait noir, sans reflet, comme une immense tache d'encre. On s'est assis un moment, juste à observer, en plaisantant doucement pour se donner du courage. Mais au fond de moi, j'avais une boule dans le ventre, un mauvais pressentiment que je n'arrivais pas à expliquer. C'est là qu'on a entendu le premier cri. Un cri étouffé, lointain, mais terriblement humain. On s'est figé, regardant autour de nous, essayant de deviner d'où ça venait. Puis soudain, un deuxième cri, suivi de bruits d'éclaboussures, comme si quelqu'un se débattait dans l'eau. C'était impossible de dire exactement où. Le son semblait se déplacer, résonnant tout autour du lac. Chloé m'a regardé, les yeux écarquillés, et sans réfléchir, elle a murmuré « On devrait aller voir, non? Peut-être que quelqu'un est en train de se noyer. » Mais plus on avançait vers la rive,
plus les bruits devenaient distants, comme s'ils nous échappaient, se fondant dans ce silence écrasant. On s'est finalement approché de la rive, la lampe de poche tremblante dans ma main. L'eau était calme, trop calme, comme si elle dissimulait quelque chose en dessous. Juste à quelques mètres de nous, des petites bulles remontaient à la surface, formant des cercles étranges qui brisaient l'immobilité du lac. C'était fascinant et terrifiant à la fois, comme si quelque chose tentait d'émerger, ou pire, de nous attirer. Soudain, j'ai ressenti une sorte de vertige, une sensation irrésistible de devoir m'avancer encore plus, de toucher l'eau. Ça n'avait aucun sens, mais c'était comme si une voix muette me poussait à me pencher, à céder. À côté de moi, Chloé semblait captivée aussi, fixant la surface du lac sans cligner des yeux, son visage vidé de toute expression. C'était comme si on était ensorcelés, incapables de résister à cette force invisible qui nous appelait. Quand j'ai fait un pas de plus vers l'eau, j'ai senti quelque chose m'attraper, une pression froide et lourde autour de ma cheville. Je me suis figé, le cœur battant à toute allure, essayant de me dégager. Mais plus je tirais, plus cette force invisible me retenait, m'empêchant de m'éloigner. Chloé a commencé à paniquer, secouant mon bras, murmurant dans un souffle effrayé. « On doit partir, maintenant, je sens que quelque chose nous observe. » J'ai rassemblé toute ma force pour me libérer de cette emprise glaciale, et, au moment où j'ai enfin réussi à me dégager, l'eau s'est mise à bouillonner violemment, comme si elle protestait contre notre fuite. On s'est mis à courir sans se retourner, les battements de nos cœurs résonnant dans nos oreilles, comme pour couvrir ce silence morbide qui nous poursuivait. En atteignant la lisière du village, on a remarqué quelques habitants dehors, immobiles, nous observant en silence, leurs visages à moitié cachés par les ombres de la nuit. Leur regard était vide, presque résigné, comme s'ils savaient exactement ce qu'on venait de vivre au bord du lac. Une vieille femme s'est approchée de nous, l'air grave, et a murmuré doucement, mais suffisamment fort pour qu'on l'entende. « Vous avez eu de la chance. Tous ne reviennent pas. » Ces paroles nous ont glacé le sang. Elle nous a expliqué que le lac était maudit, qu'il retenait ceux qu'il parvenait à attirer, et qu'une fois qu'on ressentait son appel, on risquait d'y être lié pour toujours. C'était pour ça que les habitants ne s'en approchaient jamais après la tombée de la nuit. Cette révélation nous a terrifiés, et on a vite décidé de quitter le village dès l'aube, sans regarder en arrière. Mais même maintenant, je n'arrive pas à oublier cet endroit. Parfois, dans mes rêves, je revois le lac noir, silencieux, et j'entends encore ces cris étouffés qui résonnent dans mon esprit. Je me demande si le lac nous a vraiment laissé partir, ou si une partie de nous est restée prisonnière de ces eaux sombres pour toujours. On était super excités, moi et Chloé, en arrivant dans cette petite bourgade au bord du lac. Franchement, le genre d'endroit qui ressemble à une carte postale, tu vois? Des petites maisons en pierre, des fleurs aux fenêtres, les montagnes tout autour, et surtout, ce lac immense qui semblait engloutir toute la lumière. Ça nous avait pris un moment pour y arriver, ce coin était vraiment paumé, mais c'était exactement ce qu'on cherchait. Un endroit tranquille, loin de tout, pour se déconnecter un peu. En se baladant dans le village, on a rapidement remarqué un truc bizarre. À chaque fois qu'on parlait du lac, les gens changeaient de sujet ou nous répondaient à peine, comme s'ils faisaient exprès de pas en parler. Au début, on trouvait ça marrant. On se disait que c'était sûrement leur façon de garder leur petit trésor secret, tu vois. Mais plus on posait de questions, plus on sentait un malaise. Certains habitants nous regardaient même de travers, comme si on faisait quelque chose de déplacé. Le soir, en rentrant à la petite auberge où on avait réservé, on a encore tenté de tirer les verres du nez de la vieille dame à la réception. Elle devait avoir bien 70 ans, avec un air sévère, comme si elle en avait vu de toutes les couleurs ici. Chloé a lancé quelque chose du genre. « Et ce lac alors, il est vraiment aussi beau la nuit ?» La vieille dame a levé les yeux vers nous, et pendant un instant j'ai eu l'impression qu'elle allait nous dire quelque chose. Mais finalement, elle s'est contentée de sourire, un sourire crispé, avant de baisser le regard. Puis elle a murmuré, presque pour elle-même, « Il est dangereux de s'aventurer près de l'eau après le coucher du soleil. » Le lendemain,
on a décidé d'explorer un peu les alentours du lac pendant la journée. Avec Chloé, on voulait comprendre pourquoi ce coin qui avait tout pour attirer les touristes semblait abandonné, comme laissé à l'écart. En marchant le long des sentiers, on a remarqué que, même en plein jour, il y avait une atmosphère un peu étrange. Les chemins étaient envahis par les herbes, comme si personne ne s'en occupait depuis des années, et la végétation semblait vouloir reprendre ses droits, cachant presque complètement la vue sur l'eau. À un moment, on est tombé sur un vieux panneau planté près de la rive. Le bois était délavé, couvert de mousse et de saleté, mais on distinguait encore quelques mots gravés à moitié effacés. Quelque chose comme « danger » et « ne pas s'approcher ». Impossible de lire le reste, mais ça a suffi pour nous donner des frissons. On a plaisanté en disant que ça devait être pour dissuader les gamins de plonger, sauf que il n'y avait pas de plage, pas d'endroit pour se baigner, rien qui ressemblait à un coin fréquenté. C'était comme si le lac était complètement ignoré par les villageois. En continuant notre balade, j'ai commencé à sentir un froid glacial, complètement inexplicable, vu que le soleil était bien présent. C'était bizarre, cette sensation, comme si quelqu'un nous observait. Chloé a remarqué aussi, elle s'est rapprochée de moi en chuchotant. « T'as remarqué que t'es silencieux ici ? Pas un oiseau, rien. C'est comme si on était seul. » À ce moment-là, je me suis rendu compte qu'elle avait raison. Aucun bruit d'oiseau, aucun insecte, juste le silence lourd autour de nous, comme si même la nature voulait éviter cet endroit. Cette nuit-là, après le dîner, on a décidé de retourner près du lac, juste pour voir si l'endroit avait le même effet étrange une fois la nuit tombée. On a attendu que tout le village soit endormi, puis on est sorti avec nos lampes de poche, en essayant de faire le moins de bruit possible pour pas attirer l'attention des habitants. C'était excitant, presque comme une petite expédition clandestine. En arrivant près du lac, l'atmosphère était encore plus oppressante que dans la journée. Le silence était total, presque lourd, et le lac paraissait noir, sans reflet, comme une immense tache d'encre. On s'est assis un moment, juste à observer, en plaisantant doucement pour se donner du courage. Mais au fond de moi, j'avais une boule dans le ventre, un mauvais pressentiment que je n'arrivais pas à expliquer. C'est là qu'on a entendu le premier cri. Un cri étouffé, lointain, mais terriblement humain. On s'est figé, regardant autour de nous, essayant de deviner d'où ça venait. Puis, soudain, un deuxième cri, suivi de bruits d'éclaboussures, comme si quelqu'un se débattait dans l'eau. C'était impossible de dire exactement où. Le son semblait se déplacer, résonnant tout autour du lac. Chloé m'a regardé, les yeux écarquillés, et sans réfléchir, elle a murmuré « On devrait aller voir, non? Peut-être que quelqu'un est en train de se noyer. » Mais plus on avançait vers la rive, plus les bruits devenaient distants, comme s'ils nous échappaient, se fondant dans ce silence écrasant. On s'est finalement approché de la rive, la lampe de poche tremblante dans ma main. L'eau était calme, trop calme, comme si elle dissimulait quelque chose en dessous. Juste à quelques mètres de nous, des petites bulles remontaient à la surface, formant des cercles étranges qui brisaient l'immobilité du lac. C'était fascinant et terrifiant à la fois, comme si quelque chose tentait d'émerger ou pire de nous attirer. Soudain, j'ai ressenti une sorte de vertige, une sensation irrésistible de devoir m'avancer encore plus, de toucher l'eau. Ça n'avait aucun sens, mais c'était comme si une voix muette me poussait à me pencher, à céder. À côté de moi, Chloé semblait captivée aussi. Fixant la surface du lac sans cligner des yeux, son visage vidé de toute expression. C'était comme si on était ensorcelés, incapables de résister à cette force invisible qui nous appelait. Quand j'ai fait un pas de plus vers l'eau, j'ai senti quelque chose m'attraper, une pression froide et lourde autour de ma cheville. Je me suis figé, le cœur battant à toute allure, essayant de me dégager. Mais plus je tirais, plus cette force invisible me retenait, m'empêchant de m'éloigner. Chloé a commencé à paniquer, secouant mon bras, murmurant dans un souffle effrayé. « On doit partir. Maintenant, je sens que quelque chose nous observe. » J'ai rassemblé toute ma force pour me libérer de cette emprise glaciale, et au moment où j'ai enfin réussi à me dégager, l'eau s'est mise à bouillonner violemment, comme si elle protestait contre notre fuite. On s'est mis à courir sans se retourner, les battements de nos cœurs résonnant dans nos oreilles,
comme pour couvrir ce silence morbide qui nous poursuivait. En atteignant la lisière du village, on a remarqué quelques habitants dehors, immobiles, nous observant en silence, leurs visages à moitié cachés par les ombres de la nuit. Leur regard était vide, presque résigné, comme s'ils savaient exactement ce qu'on venait de vivre au bord du lac. Une vieille femme s'est approchée de nous, l'air grave, et a murmuré doucement, mais suffisamment fort pour qu'on l'entende. « Vous avez eu de la chance, tous ne reviennent pas. » Ces paroles nous ont glacé le sang. Elle nous a expliqué que le lac était maudit, qu'il retenait ceux qu'il parvenait à attirer, et qu'une fois qu'on ressentait son appel, on risquait d'y être lié pour toujours. C'était pour ça que les habitants ne s'en approchaient jamais après la tombée de la nuit. Cette révélation nous a terrifiés, et on a vite décidé de quitter le village dès l'aube, sans regarder en arrière. Mais même maintenant, je n'arrive pas à oublier cet endroit. Parfois dans mes rêves, je revois le lac noir, silencieux, et j'entends encore ces cris étouffés qui résonnent dans mon esprit. Je me demande si le lac nous a vraiment laissé partir, ou si une partie de nous est restée prisonnière de ces eaux sombres pour toujours. Quand j'ai fait un pas de plus vers l'eau, j'ai senti quelque chose m'attraper, une pression froide et lourde autour de ma cheville. Je me suis figé, le cœur battant à toute allure, essayant de me dégager. Mais plus je tirais, plus cette force invisible me retenait, m'empêchant de m'éloigner. Chloé a commencé à paniquer, secouant mon bras, murmurant dans un souffle effrayé. « On doit partir maintenant, je sens que quelque chose nous observe. » J'ai rassemblé toute ma force pour me libérer de cette emprise glaciale, et, au moment où j'ai enfin réussi à me dégager, l'eau s'est mise à bouillonner violemment, comme si elle protestait contre notre fuite. On s'est mis à courir sans se retourner, les battements de nos cœurs résonnant dans nos oreilles, comme pour couvrir ce silence morbide qui nous poursuivait. En atteignant la lisière du village, on a remarqué quelques habitants dehors, immobiles, nous observant en silence, leurs visages à moitié cachés par les ombres de la nuit. Leur regard était vide, presque résigné, comme s'ils savaient exactement ce qu'on venait de vivre au bord du lac. Une vieille femme s'est approchée de nous, l'air grave, et a murmuré doucement, mais suffisamment fort pour qu'on l'entende. « Vous avez eu de la chance. Tous ne reviennent pas. » Ces paroles nous ont glacé le sang. Elle nous a expliqué que le lac était maudit, qu'il retenait ceux qu'il parvenait à attirer, et qu'une fois qu'on ressentait son appel, on risquait d'y être lié pour toujours. C'était pour ça que les habitants ne s'en approchaient jamais après la tombée de la nuit. Cette révélation nous a terrifiés, et on a vite décidé de quitter le village dès l'aube, sans regarder en arrière. Mais même maintenant, je n'arrive pas à oublier cet endroit. Parfois, dans mes rêves, je revois le lac noir, silencieux, et j'entends encore ces cris étouffés qui résonnent dans mon esprit. Je me demande si le lac nous a vraiment laissé partir, ou si une partie de nous est restée prisonnière de ces eaux sombres pour toujours. J'ai insisté pour en savoir plus, mais elle s'est arrêtée là. Avant de se lever et de rentrer chez elle, elle m'a lancé un regard lourd, presque de pitié, et m'a dit de ne pas m'approcher du puits, de ne pas tenter le diable. Mais à ce stade, il était trop tard pour reculer. Plus il me mettait en garde, plus j'étais déterminé à comprendre ce que cachait réellement ce village. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. Le visage de chaque personne que j'avais interrogée me revenait en tête, surtout leur regard. Ce mélange de peur et de résignation. Vers minuit, j'ai attrapé ma lampe de poche et mon carnet, et j'ai décidé d'aller jusqu'au puits. Il était situé à la lisière du village, dans une petite clairière entourée d'arbres qui formaient une ombre épaisse sous la lune. Quand je suis arrivé, le silence était total. Pas un souffle de vent, pas un cri d'animal. Juste moi, le puits en pierre couvert de mousse et l'obscurité tout autour. J'ai allumé ma lampe et me suis penché au-dessus de la margelle. Le faisceau n'éclairait pas grand-chose, juste un trou noir qui semblait sans fond. Et puis, je l'ai entendu. Un murmure, lointain, comme un souffle à peine audible. Au début, j'ai cru que c'était mon imagination. Mais les sons se sont intensifiés. C'étaient des voix faibles, brisées, comme des plaintes étouffées venant du fond. Des pleurs, des supplications. Elles disaient des choses que je ne comprenais pas, mais une phrase revenait sans cesse.
on a payé le prix. Mon sang s'est glacé. J'ai eu envie de m'éloigner, de partir en courant, mais quelque chose me retenait là, figé devant ce puits maudit, comme si ce lieu sombre et hanté m'appelait à rester. Terrifié, j'ai décidé qu'il était temps de partir. Mais quand j'ai essayé de me retourner, mes jambes refusaient de bouger. C'était comme si une force invisible m'enserrait, m'empêchait de m'éloigner du puits. Mon cœur battait à tout rompre, et j'ai commencé à respirer plus vite, essayant de comprendre ce qui se passait. Plus je luttais pour me libérer, plus cette emprise semblait devenir forte. L'air autour de moi s'alourdissait, et une odeur de terre humide et de moisissure envahissait mes narines. J'avais l'impression d'être enterré vivant, piégé par quelque chose que je ne pouvais ni voir ni comprendre. J'ai senti un frisson glacial me parcourir quand j'ai vu une ombre bouger au bord du puits, juste devant moi. Elle se tenait là, immobile, indistincte, mais je pouvais sentir son regard fixé sur moi. Des chuchotements ont repris, plus forts cette fois, m'entourant de toutes parts, comme si des dizaines de voix murmuraient à mon oreille, me suppliant, me réclamant. Paniqué, j'ai essayé de crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Je n'étais plus maître de mes mouvements, de mon corps. C'était comme si le puits lui-même refusait de me laisser partir, m'entraînant de plus en plus dans ces profondeurs sombres et insondables. À ce moment-là, pris dans une panique totale, une pensée folle m'a traversé l'esprit. Et si c'était moi maintenant qui devais payer le prix? Les voix autour de moi devenaient de plus en plus insistantes, répétant ce mot, prix, prix. J'ai compris que le puits ne me libérerait pas tant que je ne lui donnerais pas ce qu'il demandait. Désespéré, j'ai crié intérieurement, comme si j'adressais mon souhait au puits, priant pour être libéré de cette emprise infernale. Mais à peine avais-je formé ce vœu dans mon esprit qu'une étrange sensation m'envahit. Une froideur indescriptible, comme si quelque chose était en train de se retirer de moi, de me vider de toute énergie. Je réalisais trop tard que j'étais en train de sacrifier une partie de moi-même, quelque chose de vital que je ne pourrais jamais récupérer. Quand j'ai finalement pu bouger, je me suis éloigné du puits en titubant, le corps lourd, vidé, l'esprit embrumé. En rentrant au village, je sentais que quelque chose en moi avait changé, comme si j'avais laissé une partie de mon âme dans ce puits maudit. Depuis cette nuit-là, des ombres me suivent partout. Dans mes rêves, dans le silence de ma chambre, j'entends encore ces voix, celles qui m'ont averti, celles qui désormais me réclament. Parce que je sais qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, le puits viendra réclamer le reste du prix. Nous étions en route depuis plusieurs heures, moi et Julien, à la recherche de cet endroit mystérieux dont on avait entendu parler. Une vieille bourgade abandonnée, perchée au sommet d'une colline isolée. Notre passion pour la photographie de lieux délaissés et hantés par le passé nous avait conduits dans bien des endroits étranges, mais rien ne m'avait préparé à ce que nous allions découvrir ici. Dès que nous avons garé la voiture à l'entrée du village, une étrange sensation m'envahit. Le soleil était haut dans le ciel. Pourtant, il n'y avait aucune ombre. Je fixais le sol perplexe, en attendant de voir ma silhouette s'étirer à mes pieds. Mais il n'y avait rien, ni la moindre trace de moi ni de Julien. Les maisons en ruine, les arbres dénudés, même les poteaux rouillés, tout semblait baigné dans une lumière froide et plate, sans la moindre trace d'obscurité. C'était comme si la lumière avait tout englouti, laissant le paysage figé, irréel. Julien me lança un regard étonné. Lui aussi semblait avoir remarqué ce détail incongru. Pourtant, l'attrait du mystère prit rapidement le dessus, et sans un mot, nous avons sorti nos appareils pour capturer l'atmosphère étrange de cet endroit sans ombre. Chaque clic de l'obturateur résonnait dans le silence oppressant de la ville morte, comme un battement de cœur dans une immensité figée. Lorsque nous avons commencé à examiner les premières photos, un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Dans chaque image, quelque chose d'inexplicable apparaissait. Au milieu des ruelles désertes et des façades délabrées, on pouvait distinguer des silhouettes humaines, immobiles, figées comme des statues. Ces figures sombres étaient dispersées çà et là, parfois à l'ombre d'une porte béante, parfois à l'angle d'une maison en ruine, mais toujours en train de nous observer. Pourtant, nous n'avions rien vu de tel à l'œil nu.
Julien fronça les sourcils, scrutant l'écran de son appareil photo. « C'est quoi ça ?» murmura-t-il, la voix tremblante. Je restai silencieux, incapable de trouver une explication rationnelle. Comment des personnes avaient-elles pu apparaître dans nos photos sans que nous les ayons remarquées? Et pourquoi avaient-elles l'air si inhumaines? Leur visage était flou, indistinct, comme si leurs traits avaient été effacés par le temps. Mais leurs yeux, ou du moins ce qui en restait, semblaient nous fixer intensément. Plus nous avancions dans nos prises de vue, plus les photos devenaient étranges. Les silhouettes se rapprochaient subtilement, remplissant peu à peu chaque coin, chaque espace. C'était comme si elles cherchaient à nous encercler, à se manifester dans chaque image, sans jamais se montrer réellement devant nous. Une angoisse sourde s'installa en moi. Je sentais que quelque chose de terrifiant nous guettait, une présence invisible qui nous épiait silencieusement à chaque pas. Alors que nous continuions à explorer le village, un frisson d'inquiétude se propagea entre moi et Julien. C'est à ce moment-là qu'un homme âgé, l'air fatigué mais vigilant, sortit de l'ombre d'une des maisons. Son visage était marqué par le temps, et ses yeux, bien que fatigués, brillaient d'une lueur intense. Il s'approcha de nous lentement, comme s'il avait attendu notre arrivée. « Vous êtes des visiteurs », dit-il d'une voix rauque, presque un murmure. « Vous ne devriez pas être ici. » Julien et moi échangions des regards, perplexes et intrigués. « Pourquoi pas ?» demandai-je, défiant un peu l'homme. « C'est un lieu abandonné. Nous sommes simplement ici pour prendre des photos. » Il hocha la tête lentement, un sourire amer se dessinant sur ses lèvres. « C'est un lieu abandonné, en effet, mais pas comme vous le pensez. Les gens d'ici ont fait un choix. Ils ont sacrifié leurs ombres pour se protéger d'un mal ancien. » Son explication semblait sortir d'un conte, mais l'intensité de son regard me fit frissonner. Je sentais que ses paroles n'étaient pas à prendre à la légère. « Les ombres? Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Julien, inquiet. L'homme leva un doigt tremblant vers les maisons. « Regardez autour de vous. Ici, personne ne projette d'ombre. Les anciens habitants ont échangé leurs ombres pour garder ce village en sécurité. Maintenant, chaque nouveau venu laisse la sienne derrière lui, en échange de leur protection. » Je me moquais de ces paroles, mais une partie de moi se mit à douter. Les silhouettes que nous avions vues dans nos photos prenaient un sens plus sombre. Je demandai au vieil homme ce qui se passait avec ces ombres perdues, mais il se contenta de secouer la tête avec une tristesse infinie. « Vous ne pouvez pas comprendre, mais si vous partez, vous risquez de tout perdre. Tout connaît. » Un frisson me parcourut à la pensée de laisser ma propre ombre ici. Je ne savais pas quoi en penser. Était-ce une légende ou un avertissement véritable? La tension dans l'air était palpable. Après avoir écouté le vieil homme, l'angoisse se mêlait à un besoin irrésistible de quitter cet endroit maudit. Nous avions décidé de partir, mais la sensation d'être piégé dans ce village ne me quittait pas. Les maisons semblaient se refermer autour de nous, comme si elles nous retenaient. Nous avons pris un chemin qui, selon le vieil homme, devait nous ramener à notre voiture. Chaque pas résonnait dans le silence oppressant, et la lumière, bien que toujours éclatante, ne réchauffait pas l'atmosphère. Je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil derrière nous, la peur nouant mon estomac à chaque mouvement dans l'ombre des ruelles. En tournant un coin, nous sommes tombés sur un autre groupe de maisons. À ce moment-là, une étrange sensation m'envahit. Mon cœur battait la chamade, et une brise glaciale me fit frissonner. « Julien, dépêche-toi » murmurai-je, le désespoir montant en moi. Nous avons enfin atteint ce qui semblait être la sortie du village, mais quelque chose clochait. Plus nous marchions, plus le paysage paraissait familier, comme si nous n'avions jamais vraiment avancé. Les mêmes maisons, les mêmes arbres et cette absence d'ombre. La panique a commencé à s'installer. « On tourne en rond » s'écria Julien, sa voix tremblante trahissant son inquiétude. Soudain, je sentis un froid glacial me traverser. Je me retournai et vis, horrifié, que nos ombres apparaissaient enfin, mais elles ne se déplaçaient pas avec nous. Au lieu de cela, elles restaient immobiles, s'étirant de manière grotesque contre les murs des maisons. Mes bras se soulevèrent de frayeur et je réalisai que nos silhouettes, que nous avions crues disparues, avaient pris vie, se détachant lentement du sol comme si elles essayaient de s'échapper. « Julien, regarde »
criai-je en désignant le phénomène. Mais lorsque je me retournai pour lui parler, je vis qu'il était devenu immobile, fixé par le regard vide des ombres. Mes jambes se mirent à trembler alors que je comprenais que notre fuite était futile. Nous étions piégés ici, et ce que nous avions négligé, ce que nous avions laissé derrière nous, nous rattrapait désormais. La panique me submergea alors que je réalisais l'ampleur de notre situation. Les ombres, autrefois des silhouettes sans vie sur le sol, se mouvaient maintenant de manière autonome, et elles semblaient avides de s'emparer de nous. « Julien, réveille-toi » hurlai-je, mais ma voix n'était qu'un écho dans le vide, une plainte perdue au milieu du murmure des ombres. Je fis un pas en arrière, mais la terreur me clouait sur place. Les silhouettes se rapprochaient lentement, leurs contours flous se définissant de plus en plus. Je pouvais voir des visages, des expressions figées dans l'angoisse. C'étaient des âmes perdues, des habitants de ce village qui avaient, à un moment donné, échangé leur liberté pour une existence sans ombre. Je fis un geste vers Julien, mais il ne bougeait pas, comme s'il était hypnotisé par ce qui se passait autour de lui. « Julien, on doit partir maintenant. » Je pris sa main et le tirai, mais je pouvais sentir une résistance, comme si quelque chose le retenait là, ancré au sol par une force invisible. Soudain, le vieil homme apparut à nouveau, sa figure se détachant des ombres. « Vous devez comprendre, » dit-il d'une voix calme, mais qui résonnait comme un glas. Chaque visiteur qui entre ici laisse une partie de lui-même derrière. Vous êtes en danger. Si vous ne partez pas maintenant, vous deviendrez l'un d'eux. Ces mots résonnaient dans mon esprit, une cloche qui sonnait l'alarme de notre sort. À ce moment-là, je réalisais qu'il ne s'agissait pas seulement de nous échapper, mais de ne pas perdre ce qui restait de nous. Je pris une grande inspiration et, armé de toute ma volonté, je tirai de toutes mes forces sur Julien. « Allez, viens !» Le regard de mon ami sembla s'éclaircir, et enfin, il bougea, comme s'il émergeait d'un profond sommeil. Nous courîmes, ne nous retournant pas. Les ombres derrière nous hurlèrent dans un silence assourdissant, et je pouvais sentir une pression sur ma poitrine, comme si elle tentait de nous rattraper. Chaque pas que nous faisions nous rapprochait de la sortie, mais aussi de la possibilité de laisser derrière nous une partie de nous-mêmes à jamais. Nous atteignîmes enfin l'entrée du village, l'air frais nous enveloppant alors que nous franchissions le seuil. Mais au fond de moi, je savais que nous n'étions pas vraiment libres. À jamais, une partie de notre essence resterait liée à ce village maudit, emprisonné dans l'ombre des âmes perdues, qui attendaient de nouvelles proies. Je venais d'arriver dans ce village reculé, une petite communauté à peine visible sur la carte, entourée de collines brumeuses et de forêts sombres. On m'avait appelé en urgence, une vétérinaire qui pourrait peut-être comprendre ce qui arrivait au troupeau. Les éleveurs étaient en panique, parlant de morts soudaines et inexplicables. Des moutons disparaissaient sans laisser de traces, d'autres étaient retrouvés raides, les yeux grands ouverts, comme figés dans une terreur insondable. Dès que je suis descendu de ma voiture, j'ai senti une tension palpable dans l'air, comme un malaise qui flottait entre les maisons en pierre et les ruelles étroites. Les habitants me regardaient d'un air étrange, un mélange de soulagement et de méfiance. Leurs visages étaient fermés, presque inexpressifs, mais leurs yeux suivaient chacun de mes mouvements, me fixant avec une insistance qui me mettait mal à l'aise. C'était comme si ma présence brisait un équilibre fragile, quelque chose de bien plus ancien que moi ou que ce village. Je me suis dirigé vers l'étable où on m'avait dit que les carcasses étaient entreposées. À l'intérieur, une odeur âcre me prit immédiatement à la gorge, une odeur de mort et de chair en décomposition. Je m'approchai des cadavres, et en inspectant le premier mouton, je fus saisi par l'étrangeté de son état. Sa peau pendait, flasque, comme si toute sa vitalité avait été aspirée, laissant derrière elle une enveloppe molle et vide. Il n'y avait aucune trace de morsure ou de griffure, rien qui pourrait expliquer un tel ravage. Ces bêtes semblaient desséchées, comme si on les avait vidées de leur essence même. En me redressant, je remarquai un vieil homme qui m'observait depuis l'entrée de l'étable. Il avait les yeux baissés, mais je percevais dans son regard quelque chose de sombre, de résigné, presque désespéré.
Lorsque j'essayais de lui poser des questions, il murmura simplement quelques mots. Les collines, elles chantent, avant de tourner les talons, me laissant seul avec les cadavres et une angoisse grandissante qui semblait ramper jusque dans mes os. Cette nuit-là, alors que j'essayais de trouver le sommeil dans une petite chambre à l'étage de l'auberge, un bruit étrange me réveilla. C'était doux au début, comme un murmure lointain qui flottait dans l'air, mais peu à peu, le son devint plus distinct, et je compris que c'était un chant. Un chant bas, presque hypnotique, venant des collines qui encerclaient le village. Il y avait quelque chose de profondément inquiétant dans cette mélodie, quelque chose de profondément ancien, comme une voix qui résonnait depuis des temps immémoriaux. Je me redressai dans le lit, le cœur battant, essayant de me convaincre qu'il ne s'agissait que du vent ou de quelque animal nocturne. Mais plus j'écoutais, plus il devenait impossible d'ignorer la cadence lente et envoûtante de ce chant étrange. C'était comme si les collines elles-mêmes me murmuraient des secrets interdits, des vérités qui n'auraient jamais dû être entendues par des oreilles humaines. Incapable de résister à la curiosité, ou à l'inquiétude croissante qui m'enserrait la poitrine, je me levai et m'approchai de la fenêtre. Le village semblait plongé dans un sommeil presque trop calme. Pas une seule lumière ne brillait dans les maisons, et les rues étaient désertes, baignant dans une obscurité profonde. Pourtant, le chant continuait, plus proche, comme s'il m'appelait, me suppliant de sortir et de rejoindre ces collines mystérieuses. Le froid me saisit lorsque j'entr'ouvris la fenêtre. L'air portait un parfum de terre humide et de bois en décomposition, et le chant paraissait plus intense, presque douloureux, résonnant dans mon esprit comme une litanie impossible à oublier. Je sentis alors un frisson glacial remonter le long de mon échine. Ce n'était pas un chant humain, j'en étais certaine. Ce son, ce murmure, venait de quelque chose qui ne devrait pas exister. À l'aube, je tentais de parler aux villageois, mais leur silence fut assourdissant. Chaque question que je posais sur ce que j'avais entendu la nuit précédente semblait les rendre plus fermés, plus distants. Un homme, visiblement terrifié, osa à peine murmurer en détournant le regard. « Les collines, elles chantent pour ceux qui veulent entendre. » Puis, il se tut, refusant de m'en dire davantage, me laissant seul avec cette étrange impression que ce village et ses habitants cachaient quelque chose de bien plus sinistre qu'un simple chant nocturne. Le lendemain matin, une fois le soleil levé, j'étais déterminé à partir de ce village étrange et oppressant. J'avais déjà vu assez de choses pour savoir que je n'avais pas ma place ici, que quelque chose de sombre et de profondément ancré régnait sur cet endroit. Je rassemblai mes affaires, m'efforçant d'ignorer les regards des villageois que je croisais. Tous semblaient m'observer en silence, comme s'ils attendaient quelque chose, ou craignaient quelque chose. Je montai dans ma voiture et mis le moteur en marche, le cœur battant plus vite que je ne l'aurais voulu. Cependant, à peine avais-je parcouru quelques mètres que je remarquai un obstacle sur la route. Une immense branche d'arbre, tombée en travers du chemin principal, bloquait ma sortie. Frustré, je tentai un détour par une petite route de terre que j'avais repérée en arrivant, mais là encore, elle était encombrée de rochers, comme si quelqu'un avait voulu s'assurer que personne ne puisse partir. Je retournai au village, cherchant de l'aide, mais chaque personne à qui je m'adressais se contentait de détourner le regard, murmurant des excuses confuses ou des explications incohérentes. Un homme, un peu plus âgé que les autres, me lança un regard lourd de sous-entendu et murmura simplement « Personne ne part d'ici facilement. Nous avons tous des raisons de rester. Même vous maintenant. » Une angoisse glaciale s'empara de moi. Ces gens semblaient prisonniers, comme s'ils étaient enchaînés à cet endroit par une force invisible mais terrifiante. L'idée que je pouvais moi aussi être pris au piège fit naître en moi une terreur sourde. J'essayai de garder mon calme, demandant à plusieurs autres villageois s'il y avait une alternative pour sortir, mais tous me répondirent par le même silence résigné, leurs visages fermés et leurs regards fuyants. Il devint vite évident que, pour une raison que j'ignorais encore, personne ici n'allait m'aider. C'était comme si le village entier partageait un secret et que je m'étais aventuré trop loin dans leur monde. Je commençais à me sentir étouffé, coincé dans un piège dont je ne percevais pas encore les contours,
mais qui se resserrait chaque minute davantage. Les nuits suivantes furent peuplées de cauchemars étranges et oppressants. Je voyais des visions troublantes, des moutons aux yeux humains qui me fixaient avec une intensité malsaine, comme s'ils tentaient de me dire quelque chose d'indicible. Leurs yeux, remplis de peur et de souffrance, me suivaient partout, même lorsque je me réveillais en sursaut, en sueur, dans ma petite chambre de l'auberge. Plus tard, en inspectant de nouveau les environs, je commençais à remarquer des signes d'une activité étrange, comme si quelque chose s'approchait du village pendant la nuit. Des empreintes profondes dans le sol boueux, des touffes de laine accrochées aux buissons, et des traces sombres, peut-être de sang, qui menaient vers les collines. Il semblait que les moutons disparus étaient entraînés, emportés dans la nuit vers un lieu que les habitants refusaient de mentionner. Un soir, tandis que je tentais en vain de comprendre le mystère, une vision plus vive, presque palpable, me terrifia. Je vis des villageois debout dans l'obscurité, alignés au pied des collines, leurs visages baignés dans une lumière blafarde. Leurs yeux étaient vides, comme s'ils étaient en transe. Ils murmuraient des mots incompréhensibles, les bras tendus vers l'obscurité au-dessus d'eux. Et là, entre les ombres, je distinguais une silhouette informe, une présence qui me fixait aussi. Je clignais des yeux secoués, mais la vision ne disparut pas. Elle semblait au contraire s'ancrer plus profondément en moi, comme une réalité que je ne pouvais plus ignorer. C'était comme si ce que je voyais n'était pas seulement un rêve, mais une vérité dissimulée, un rituel obscur auquel les habitants prenaient part pour des raisons que je ne pouvais pas encore comprendre. La peur s'empara de moi, et cette fois, elle était bien réelle. Je réalisais que je n'avais plus seulement affaire à des morts inexplicables de bêtes, mais à quelque chose de bien plus sombre, un pacte ancien, un sacrifice continuel. Ce fut lors de ma dernière nuit dans le village que la vérité me frappa de plein fouet, aussi tranchante qu'une lame glacée. Je m'étais endormi, épuisé par l'angoisse et les visions qui hantaient mes pensées, lorsque je fus brutalement réveillé par des bruits sourds à l'extérieur de ma chambre. Des murmures, des pas lourds et un chant bas, celui-là même que j'avais entendu la première nuit, mais cette fois bien plus proche, résonnant sous ma fenêtre. Poussé par une étrange impulsion, je me levai et regardai dehors. Une procession de villageois avançait en silence vers les collines, chacun portant une torche dont la lumière vacillait, projetant des ombres inquiétantes sur leurs visages inexpressifs. Leur regard était fixe, vide, comme envoûté. À l'avant du groupe, je vis un vieil homme porter un agneau, ses pattes attachées et son regard figé d'une peur désespérée. Je les suivis discrètement, incapable de détourner les yeux, attiré malgré moi vers ce rituel macabre. Il s'enfonçait dans les collines jusqu'à une clairière isolée, où un autel de pierre, recouvert de mousse sombre, se dressait comme un monument ancien et sinistre. Les villageois formèrent un cercle autour de l'autel, déposant l'agneau dessus, et commencèrent à murmurer en unisson ce chant mystérieux et glaçant. C'est alors que je le vis. Une silhouette immense, à peine visible dans l'obscurité, surgit des ombres de la forêt. Elle avait des yeux étincelants, semblables à ceux des moutons aux yeux humains que j'avais vus dans mes cauchemars. Cette créature semblait affamée, attirée par l'odeur du sang et par l'offrande qui l'attendait. Une terreur paralysante s'empara de moi alors que je réalisais la vérité. Ce village avait fait un pacte avec cette entité, sacrifiant périodiquement leurs animaux, et peut-être même plus, pour assurer leur propre survie. Les villageois n'étaient pas simplement prisonniers de ce lieu, ils étaient délibérément liés à lui, nourrissant cette chose depuis des générations pour qu'elle les épargne. Je reculais lentement, m'éloignant de cette scène d'horreur, le cœur battant à tout rompre. Tandis que je m'éclipsais dans l'obscurité, un dernier frisson parcourut mon corps. Je savais que désormais, j'étais aussi lié à ce secret. Lorsque j'ai hérité de la maison de ma tante éloignée, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. C'était une vieille bâtisse, isolée dans un petit village, à la lisière d'une forêt dense. On m'avait dit que ma tante y vivait en recluse, et que peu de gens avaient eu l'occasion de la connaître. En arrivant, j'ai tout de suite ressenti une atmosphère étrange, comme si l'air lui-même portait le poids des secrets de cette maison. La première nuit,
Alors que je m'installais dans la chambre principale, j'ai entendu un son lointain. Un carillon léger, presque effacé, qui semblait flotter à travers les arbres. Au début, j'ai pensé que c'était le vent jouant avec les branches, mais ce son avait quelque chose de plus humain, comme un appel. C'était doux, envoûtant, presque comme une mélodie qui murmure dans le silence de la nuit. Le lendemain, j'ai évoqué le sujet avec l'épicier du village. Son regard s'est immédiatement assombri. Il m'a dit, d'une voix basse, que je devais absolument ignorer ces sons, que c'étaient les âmes qui n'avaient pas réussi à traverser. Intrigué, j'ai demandé ce qu'il voulait dire par là, mais il s'est contenté de secouer la tête, visiblement mal à l'aise. C'est mieux de ne pas poser de questions, mademoiselle. Ces cloches, elles ne vous apporteront rien de beau. Chaque soir suivant, les cloches résonnaient de nouveau, toujours faibles, mais de plus en plus proches, comme si elles tentaient de m'attirer vers elles. L'avertissement de l'épicier ne faisait qu'alimenter ma curiosité. Pourquoi les villageois semblaient-ils si effrayés par quelque chose d'aussi banal que le son de cloche? Ma curiosité s'intensifiait à chaque nouvelle nuit passée à entendre ces cloches mystérieuses. Le village entier semblait complice d'un secret que personne n'osait partager. Et cela ne faisait qu'alimenter mon besoin de comprendre. Après plusieurs tentatives infructueuses pour obtenir des réponses des habitants, j'ai décidé de faire mes propres recherches. Je me suis rendu à la petite bibliothèque locale, un lieu poussiéreux et exigu, où les livres semblaient n'avoir pas été dérangés depuis des décennies. En fouillant dans les archives, je suis tombé sur une série de coupures de journaux et de rapports anciens, évoquant des disparitions étranges ayant eu lieu dans les environs au fil des ans. À chaque fois, la même histoire revenait. Des personnes qui avaient été entendues pour la dernière fois mentionnant le son des cloches, puis plus jamais revues. Plus je lisais, plus je sentais une tension froide dans l'air, comme si la forêt elle-même m'observait à travers les fenêtres de la bibliothèque. Un sentiment étrange de danger latent, de menace silencieuse, m'envahissait. Je me rendais compte que je n'étais plus simplement curieuse, j'étais désormais obsédée. Les habitants semblaient effrayés pour une bonne raison, mais cela me donnait encore plus envie de savoir ce qu'ils cachaient. Alors que je fermais le dernier dossier, j'ai senti un poids sur mes épaules. Une certitude sourde que j'étais peut-être en train de jouer avec quelque chose qui me dépassait. Pourtant, au fond de moi, une part de moi était déjà décidée. Je devais en savoir plus. Les nuits suivantes, les cloches semblaient résonner avec plus d'insistance, comme si elles savaient que je les écoutais. Chaque tintement paraissait murmurer mon nom, m'appelant dans le silence oppressant de la forêt. Je ne dormais plus, hanté par ces échos lointains qui me ramenaient sans cesse au récit troublant des disparitions que j'avais lues. C'était comme si la forêt elle-même tentait de me séduire, de m'attirer dans ses profondeurs sombres. Finalement, je n'ai pas pu résister. Une nuit, déterminé à en finir avec cette obsession qui me rongeait, j'ai pris une lampe torche, enfilé une veste, et je suis sorti de la maison, suivant le son des cloches à travers les arbres. L'air était glacial, et la forêt semblait plus dense, plus obscure que d'habitude. À chaque pas, les ombres s'épaississaient autour de moi, comme si elles formaient un tunnel sinueux, me menant vers un lieu interdit. Plus j'avançais, plus le son des cloches devenait clair, presque trop présent, comme s'il résonnait directement dans ma tête. Mon cœur battait la chamade, et je sentais une tension inexplicable m'envahir, une peur primitive qui me murmurait de faire demi-tour. Pourtant, quelque chose de plus fort que la peur me poussait à continuer. Chaque craquement de branches, chaque souffle de vent dans les feuilles semblait annoncer l'approche d'un danger imminent. Mais je ne pouvais plus reculer. Soudain, une silhouette indistincte me parut bouger parmi les arbres. Je m'arrêtai, scrutant les ténèbres, mais il n'y avait rien, seulement l'obscurité étouffante. Je repris mon chemin, le souffle court, consciente que je m'aventurais dans un endroit où je n'étais pas la bienvenue. Plus je m'enfonçais dans la forêt, plus la sensation d'être observé devenait oppressante, comme si des yeux invisibles suivaient chacun de mes mouvements. C'est alors que je l'aperçus enfin. Une forme massive et indistincte émergeant dans l'ombre. Une bâtisse ancienne et délabrée, à moitié enfouie sous la végétation. C'était une église en ruine,
perdu au milieu de la forêt, d'où semblaient provenir les cloches. Mon cœur se serra, partagé entre la terreur et l'obsession qui m'avait mené jusque-là. En entrant dans l'église en ruine, une odeur de moisie et de décomposition m'accueillit, rendant l'air lourd et suffocant. La lumière de ma lampe torche se heurta au mur noirci par le temps, révélant des fresques effacées qui semblaient raconter des histoires oubliées. Les cloches résonnaient de plus en plus fort, comme si elles m'invitaient à m'approcher, à comprendre. Je me frayais un chemin à travers les débris, le cœur battant la chamade, consciente que je venais de franchir une frontière entre mon monde et quelque chose de bien plus sombre. À l'intérieur, le son des cloches se mêlait à des murmures indistincts, presque chantants. Je me retournais, la peau hérissée, l'angoisse me tordant les entrailles. Les ombres dansaient autour de moi, s'étirant et se contractant comme des silhouettes vivantes. Je m'en approchais, mais elles se dérobaient à ma vue, disparaissant chaque fois que je tentais de les fixer. Puis, au fond de l'église, je remarquai un cercle de lumière vacillante, presque hypnotique. Intrigué, je me rapprochai, découvrant que le sol était couvert de restes de bougies, noircies et fondues, témoignant de rituels anciens. Les murmures devenaient plus clairs, et je réalisais qu'ils n'étaient pas simplement des bruits de la nature. C'étaient des voix qui appelaient, qui imploraient. Mon cœur s'emballa. Il y avait des gens ici, des âmes perdues, des êtres prisonniers de cet endroit. Soudain, des figures sombres émergèrent des coins de l'église, se déplaçant lentement vers moi. Je vis des visages flous, des yeux qui brillaient dans l'obscurité, me fixant avec une intensité terrifiante. Une terreur glaciale m'envahit alors que je réalisais qu'elle n'était pas là pour me protéger, mais pour m'attirer vers un destin dont je ne pouvais imaginer l'horreur. Les figures semblaient se mouvoir en un ballet macabre, formant un cercle autour de moi, et je comprenais peu à peu qu'elles essayaient de me séduire dans un rituel final, un dernier acte pour sceller mon sort parmi elles. Chaque murmure, chaque mouvement des ombres me hurlait de fuir. Mais la curiosité, mêlée à une peur indicible, me paralysait. Je savais que je devais partir, mais il était peut-être déjà trop tard. La panique s'empara de moi alors que les figures sombres s'approchaient, leurs visages indistincts se fondant dans l'ombre ambiante. Je sentais la chaleur de leur présence, presque palpable, comme si l'air lui-même était chargé d'une énergie sombre. Mes jambes, d'abord paralysées par la peur, retrouvèrent lentement leur force, et je savais que je devais m'échapper. Je pivotais rapidement, cherchant une issue. La lumière de ma lampe torche vacillait, projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre, et les murmures s'élevèrent, devenant des cris stridents qui résonnaient dans ma tête. J'entendis alors une voix, claire et distincte au milieu du tumulte, me chuchoter « Reste avec nous ». Mon cœur s'arrêta un instant. Les mots étaient empreints d'une tristesse infinie, mais aussi d'une tentation irrésistible. D'un coup, je me ressaisis, réalisant que ces âmes étaient piégées ici, condamnées à errer éternellement, et qu'elles voulaient m'entraîner avec elles dans leur désespoir. Je me mis à courir, brisant le cercle d'ombre qui m'entourait. Je filais à travers les débris, mon esprit accaparé par l'adrénaline. Je devais retrouver la sortie, m'échapper de cette prison d'horreur. La sortie était proche, mais je pouvais sentir leurs mains invisibles me frôler, comme si elles tentaient de me retenir. Je franchis le seuil de l'église et débouchai à l'extérieur, haletante, mon cœur battant à tout rompre. La forêt était à la fois familière et menaçante, les arbres se dressant comme des spectres sombres dans la nuit. Les cloches continuaient à résonner, mais maintenant, elles semblaient lointaines, presque désespérées. En courant à travers les sous-bois, je réalisais que je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais découvert, ces âmes perdues, ces disparitions. Il y avait un lien, une vérité sombre que je ne pouvais pas laisser derrière moi. Bien que j'aie échappé à l'attente macabre de l'église, je savais que les cloches continueraient à résonner, à appeler ceux qui osaient s'aventurer trop près. Je devais alerter le village, révéler ce que j'avais appris. Je n'étais peut-être pas la première à entendre cet appel, mais je refusais de devenir une autre âme perdue dans la forêt. Salut tout le monde, j'espère que vous avez kiffé les histoires d'aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer.
Dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez préférée ou ce qui vous a le plus marqué. J'adore savoir ce que vous en pensez. Et avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos qui apparaissent à l'écran. Vous allez sûrement adorer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.